Bonjour, c'est Rémi, l'école à la maison. Je vous réponds en vidéo. Alors, ce que vous nous dites d'Enzo, il est multidis, TDA, problème moteur, amblyopie. Il vient d'avoir son brevet de collège. Malgré réunion, PAI, etc., il ne s'est jamais adapté à lui. La méthode générale ne lui convient pas alors que très brillant. Pour la suite de ses études, alors qu'il veut travailler en informatique, le collège lui refuse la seconde générale. Alors ça, le collège n'en a pas le pouvoir. Le collège ne peut pas refuser l'accès à une classe, quelle qu'elle soit. Si vous voulez que votre enfant retourne 3 classes en arrière ou avance et passe directement son bac aujourd'hui, vous le pouvez parfaitement, à la date que vous voulez d'ailleurs, à la prochaine session du moins, qui sera ouverte. Il y a des enfants qui passent le bac à l'âge de 14 ou 15 ans. Pourquoi? Parce que c'est les parents qui décident. Les parents disent, madame, monsieur, c'est mon droit absolu, mon enfant ira dans la classe que je veux, c'est moi qui décide. Si ça ne vous convient pas, je vous poursuis devant le tribunal administratif. Aucune école au monde n'a jamais, enfin au monde, en France en tout cas, n'a pu s'y opposer jusqu'ici, puisque c'est la loi. C'est les parents qui décident. Donc vous mettez votre enfant où vous voulez. Mais vous voyez, le fait que vous pensiez que le collège a ce pouvoir montre à quel point le collège a pu vous tromper et oublier de vous donner les informations qui étaient les informations de base. Madame, c'est vous qui avez le choix définitif. Nous pensons que, mais c'est vous qui décidez à la fin. Ils ont oublié de vous dire ça, ce qui est scandaleux. Alors, résultat trop faible, c'est un peu comme tout le reste. Tout ça, c'est à mettre en lien. Normal, rien n'est adapté pour lui. Il n'a fait que chuter ces 2 dernières années. Pourquoi est-ce qu'il a des résultats trop faibles? Eh bien, très certainement, et c'est ce que nous disons tout le temps, parce que les établissements dans lesquels il est passé n'avaient pas les compétences. Ce n'est pas votre enfant qui a un problème, pour l'essentiel. C'est l'établissement qui n'a pas les compétences pour les transmettre ses savoirs. Alors sur ces sujets, nous disons beaucoup de choses. Il y a parfois des cas de ce genre qui ont une part de vérité, et c'est fréquent. Vous avez des cas, l'enfant a des problèmes de santé dès le départ, et donc ça intervient dans un certain pourcentage de son parcours scolaire. Disons que ça a un impact sur 5 ou 10%. Mais quand vous voyez que ça arrive à avoir officiellement un impact sur 70, 80, 90 ou 100% de la vie de l'enfant, c'est qu'il y a un problème quelque part. Ce n'est plus la maladie qui en fait est le facteur principal, c'est qu'il y a autre chose. Donc il y a réellement un problème sanitaire, problème de santé, mais il y a aussi à côté de ça des incompétences de l'école qui se cachent derrière le problème de votre enfant. C'est-à-dire que dans votre esprit, vous vous dites, c'est peut-être probablement parce que mon enfant a des problèmes que ça se passe mal à l'école. Or, ce que vous ne voyez pas, c'est qu'en réalité, l'école est incompétente. Et elle vous dit, ou vous avez l'impression, que c'est la maladie de votre enfant qui est à la source du problème de votre enfant. Donc nous expliquons ça sur les articles qui ont trait au 10. Donc vous pouvez taper 10, juste ces 3 lettres-là dans la fenêtre de recherche. Vous pouvez taper TDAH aussi, nous avons fait des articles à ce sujet, et vous verrez que dans la très grosse majorité des cas, et en tout cas pour ce qui concerne l'essentiel de la vie scolaire de votre enfant, ce n'est pas les problèmes de santé qu'il a qui lui posent problème, c'est l'école et les méthodes employées à l'école. Aujourd'hui, vous avez, soi-disant, 30% d'une classe d'âge, dans certains endroits, qui aurait des 10, ce qui est totalement aberrant. C'est impossible. C'est impossible. La 10, les problèmes de dyslexie, dyspraxie, dysécholie, dysmatie et tout ce que vous voulez, dyspraxie en particulier, ne peuvent pas toucher plus aujourd'hui, ou alors on serait devant une situation absolument effroyable, ne peuvent pas toucher plus de 5% en réalité. Mais pourquoi est-ce qu'on a tant de gens qui sont étiquetés 10? C'est parce que l'école, n'ayant aucune compétence, elle dit c'est pas moi qui ai le problème, c'est l'enfant qui a un problème, donc j'envoie l'enfant vers des spécialistes. Et ces spécialistes, ne connaissant pratiquement rien en réalité à la question du cerveau, s'empressent de mettre des diagnostics de ce genre. Parce que ça arrange l'école, parce que les parents veulent entendre aussi un diagnostic, ça les rassure, ils se disent mon enfant n'est pas idiot, il est simplement malade. Je n'ai pas transmis des gènes de la stupidité à mon enfant, c'est pas moi le problème, c'est que simplement il a une maladie, il a un trouble. Et donc on en arrive à 30%. Mais en réalité, nulle part, vous ne pouvez soutenir l'idée qu'il y aurait 30% de dyslexiques ou de dyspraxiques, puisque dans le même temps, en plus, vous avez dans le collège d'en face des taux qui sont aux alentours de 5 à 10%. Alors comment se ferait-il que dans la même ville, vous ayez des taux si différents? Il n'y a qu'une seule raison valable pour ça, c'est que le problème se situe dans l'école, dans les méthodes employées par l'école. En réalité, votre enfant est probablement beaucoup moins atteint que vous ne le pensez. Il a sans doute quelque chose du côté de l'amblyopie, ça me paraît sérieux. Peut-être certains problèmes moteurs,
Alors ça, il y a un travail à faire, ça vous connaissez ces questions. Mais ça, vous pouvez être certain que là, il y a anguille sous roche. Vous pouvez être pratiquement certaine. Donc ça, et c'est une chose qu'il faut regarder de près. Est-ce que votre enfant, par exemple, a fait des rédactions dans son enfance? Est-ce qu'il a fait des apprentissages par cœur? Est-ce qu'il a appris des poésies par cœur? Est-ce qu'à la maison, il avait des devoirs suffisamment sérieux? Est-ce qu'il a eu des mémorisations à faire? Est-ce qu'il a eu des chronologies à faire en histoire? Est-ce qu'il a eu à travailler sa grammaire? Est-ce qu'il a eu des dictées? Eh bien, si vous répondez non à l'une de ces questions, vous avez des réponses là-dessus. Quelqu'un qui n'a pas pratiqué ne peut pas savoir. C'est totalement évident. Moi, je n'ai pas pratiqué la chimie en laboratoire. Donc si vous me demandez demain de faire un paracétamol avec des molécules de base, je vais vous dire que je ne saurais pas. À ce moment-là, vous allez peut-être me dire que je suis 10. Vous voyez, c'est exactement ce qui se passe à l'école. C'est ce que j'explique. Hein. Nous faisons des expériences avec des enseignants fréquemment. Nous leur demandons de faire des choses. Ils me disent, mais moi, j'y arrive pas. Je dis, bah voilà, vous êtes dyspraxique. Ils me disent, je ne suis pas dyspraxique, simplement, j'ai jamais appris. Je dis, bah oui, mais c'est ce que vous faites avec les enfants. Vous voyez, vous n'apprenez pas à l'enfant la dictée, vous n'apprenez pas la grammaire, vous n'apprenez pas la conjugaison, vous leur donnez très peu de syntaxe, vous ne les faites pas lire, vous ne leur faites faire aucun exercice sérieux. Comment voulez-vous qu'ils y arrivent? Vous voyez, c'est exactement la même chose. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc attention avec ça, votre enfant est probablement en fait beaucoup moins à problème que vous le pensez. En réalité, c'est le collège qui est un problème et qui en plus a le culot de lui refuser d'aller dans une classe où il a parfaitement le droit d'aller. Donc vous le sortez de là parce qu'il perd son temps, il est en train de perdre son cerveau aussi puisqu'il ne fait pas travailler convenablement son cerveau. Vous faites l'école à la maison et vous commencez l'aventure, il n'y a aucune raison d'avoir peur. Ce dont vous devez avoir peur, c'est de laisser l'enfant au collège. C'est ça qui doit vous faire peur. Vous allez vous occuper de lui et les choses vont très bien se passer. On va vous montrer comment on fait. Vous êtes des centaines de cas qui arrivent tous les mois. Nous nous occupons de vous personnellement. Nous vous répondons, nous vous accompagnons, nous vous donnons jour après jour tous les éléments et ça se passe très bien. Donc soyez en confiance. Et on échange si vous avez besoin. On peut parler par Skype et on peut échanger également par le biais que nous utilisons. Vous pouvez répondre à ce message et nous vous donnons les éléments dont vous avez besoin. Pensez à aller sur le site, tapez dans la fenêtre de recherche les mots qui vous intéressent et vous allez trouver beaucoup de choses. Voilà Sylvia. Merci à vous et merci pour ce que vous faites pour votre enfant. À bientôt, au revoir.